Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, en ce 14 juillet, nous recevons un ancien secrétaire d'État à la Défense. Bonjour Jean-Marie Bockel, vous êtes sénateur du Haut-Rhin, UDI, et vous êtes co-auteur du rapport sénatorial sur la garde nationale, ça tombe bien aujourd'hui, avec votre collègue socialiste Gisèle Jourda du Sud. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger. À mes côtés, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et bonjour Gilles Leclerc de Public Sénat. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Jean-Marie Bockel, ce matin, l'armée française défile sur les Champs-Élysées. Ça va démarrer dans quelques minutes, ou c'est déjà démarré. Elle est engagée sur plusieurs théâtres d'opération. Est-ce que les efforts budgétaires consentis à l'armée française sont suffisants? A-t-on une armée à la hauteur des défis et des enjeux d'aujourd'hui? On a une armée qui est à la hauteur, et avec des professionnels extraordinaires, courageux. On est certainement la seule armée du monde européen aujourd'hui à être en capacité de faire la guerre. On n'a pas un budget à la hauteur de l'enjeu. Il y a des efforts qui sont faits, au niveau d'ailleurs des commissions de la défense, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, avec Jean-Pierre Raffarin, on se bat en permanence pour faire que ce budget ne soit pas rogné en permanence. Mais là, on est à un moment, avec la montée des menaces, où cette question d'un pas supplémentaire est posée. Et naturellement, la problématique de la réserve, dont on va parler, de son utilité, de son rôle, de ces soldats citoyens qui ne demandent qu'à s'engager, eh bien évidemment, pourra également trouver sa place dans cette mise à niveau. Vous êtes vous-même réserviste. Je suis colonel de réserve, mais trop vieux, donc honoraire maintenant. Vous souhaiteriez quoi? Parce qu'on voit que par exemple, les candidats pour la primaire de la droite proposent qu'on consacre 2% du produit intérieur brut au budget de la défense. C'est exactement ce que vous proposez aussi? Oui, j'ai d'ailleurs... Parce que Jean-Yves Le Drian a obtenu quand même pas mal de choses. Jean-Yves Le Drian fait un travail remarquable et a permis ce début de mise à niveau de nos armées par rapport aux menaces extérieures et aujourd'hui également la menace intérieure. Et il a commencé à rattraper un retard que la droite et la gauche ont laissé au fil des années, notamment après la chute du mur, se creuser. Donc c'est incontestable. L'objectif des 2%, c'est pas un objectif de la France. Il se trouve que je suis rapporteur général à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN sur la question des budgets et je viens de faire un rapport justement sur ce qu'on met dans cet objectif des 2%. Parce que dans certains pays, il y a beaucoup de soldats qui ont leur salaire, donc il y a une mission sociale, mais qui ne sont pas forcément opérationnels. Certains pays investissent, d'autres n'investissent pas. Donc c'est un vrai sujet à un moment où peu à peu les États-Unis, tout en restant bien sûr l'allié, tout en restant à l'OTAN, s'éloignent vers d'autres théâtres, notamment vers le Pacifique, etc. Donc nous avons une responsabilité des Européens, et cet objectif des 2%, effectivement, pension comprise, oui, c'est un objectif En termes français. de milliards, c'est combien les chiffres? Je ne pourrais pas vous donner les chiffres. Mais le renforcement des moyens en hommes, ce serait combien d'hommes supplémentaires, par exemple, avec l'augmentation d'un budget? Si vous voulez, sur la réserve, il a été annoncé le passage à 40 000. Alors, 40 000, ça ne veut rien dire comme ça, parce que c'est sur le papier depuis le livre blanc, la loi de programmation militaire, et il faut qu'il y ait un commencement de mise en œuvre, avec bien sûr les budgets, mais aussi les missions qui vont avec. Et là, notamment avec le discours de Jean-Yves Le Drian en mars dernier, qui fait suite aux annonces présidentielles, il y a aussi un commencement depuis quelques années d'augmentation des budgets de la réserve. En fait, l'augmentation du format, c'est une augmentation générale. Déjà, on a stoppé, le président l'a dit, la réduction du format des armées. Pour le moment, on en est là. Mais c'est aussi une augmentation de la réserve, du nombre de personnes concernées, mais également du nombre de jours pendant lesquels on s'est démobilisé, considérable. Et on est dans ce sujet. Et donc, le sujet sur lequel on a travaillé, c'est cette augmentation, concrètement, par rapport au rôle... Alors, passer de 40 000 à combien? Non, on passe de 28 000 sur le papier à 40 000. Mais nous sommes sur le papier. Derrière les chiffres, il y a la réalité. Combien de jours? Pour quelle mission? Aujourd'hui, les réservistes opérationnels... La garde nationale, dans un monde idéal, pour vous, elle ressemblerait à quoi? Elle servirait à quoi? Bon, l'expression, moi, je ne l'ai pas inventée, mais à partir du moment où le président de la République l'a employée, que dans la mémoire collective, ça signifie quelque chose. En France, c'était la Révolution, etc. Ça existe aux États-Unis, dans d'autres pays. On s'est dit, ce mot a une certaine signification pour les gens. Dans l'ensemble, plutôt positif.
prenons cette idée. Bien sûr, la garde nationale à la française, ça ne doit pas être comme en Russie une armée bis, ça ne doit pas être les 480 000 hommes de la garde nationale américaine, c'est autre chose. Eh bien pour nous, la garde nationale, ça doit être dans le cadre de la montée en puissance de la réserve militaire, et ça c'est notre ligne directrice, une territorialisation de la réserve. En fait, l'idée c'est que nous sommes devant des dangers graves. Il y a le terrorisme, il y a le risque de troubles graves. Régulièrement, il y a des articles, des déclarations de la direction du renseignement intérieur qui nous disent que d'ailleurs le but de nos ennemis, c'est cela. Il se trouve que l'armée d'active et de réserve, c'est la France telle qu'elle est, dans sa diversité, avec ses valeurs. C'est l'outil de cohésion le plus fort de notre pays. Et cette armée-là, à travers la réserve, car la réserve, c'est des militaires de la réserve, pourrait combler les déserts militaires que nous avons eus de plus en plus, évidemment, en France, pourrait assurer, en lien étroit, évidemment, avec les régiments d'actifs, puisque les deux armées sont une seule, une présence... Comment faire pour que ces deux armées soient pas... Enfin, qu'on n'ait pas une armée à deux vitesses. Comment faire pour qu'il n'y ait pas une armée à deux vitesses, alors, justement? D'ores et déjà, et ça... c'est un aspect positif de la réserve telle qu'elle est. Les réservistes, déjà aujourd'hui, qui sont dans des missions opérationnelles, c'est des militaires comme les autres. Une fois que vous êtes dans une unité, vous êtes militaire. Il n'y a pas deux vitesses. Deux vitesses, c'est le fait que les réservistes, si compétents soient-ils, si motivés soient-ils, sont souvent peu appelés, peu utilisés. Il y a le problème évidemment de leur place dans les entreprises, dans les administrations, etc. Là aussi, on fait des propositions, notamment en direction des jeunes, étudiants, demandeurs d'emploi et même lycéens au niveau de la préparation militaire, parce qu'on vit aussi une aspiration à la réserve. On vit une volonté d'engagement général, mais aussi sur notre défense et notre armée. Et donc, la question du recrutement, à mon avis, il suffit de l'organiser. La question des missions, il n'y aura pas, c'est la force de l'armée d'armée à deux vitesses. On parle aussi de la gendarmerie, qui a réussi le lien avec la réserve, et qui est forcément un partenaire en termes de territorialisation. Mais le recrutement sous quel biais? C'est des campagnes de publicité, c'est la télévision, c'est les réseaux sociaux. Comment vous allez mobiliser les jeunes notamment là-dessus? La communication, c'est très important, bien entendu, mais il faut avoir quelque chose à communiquer. Et donc, pour communiquer, il faut être clair sur ce que l'on veut. À partir du moment où on sait que clairement, les nouvelles missions de cette réserve, à côté des missions traditionnelles, les soldats, spécialistes, officiers sont déjà très présents et très utiles dans nos armées, y compris de manière insuffisante mais réelle en OPEX. Mais si demain on dit cette nouvelle réserve, dite la garde nationale, vous permettra de faire un travail de soldat, d'être entraîné, d'être préparé, d'être présent en cas de difficulté, en cas de crise, y compris climatique ou autre, mais aussi risque de troubles graves, pour défendre votre pays, vos valeurs, eh bien, il y aura une motivation, c'est évident. Comment vous financez ce projet? Alors, il y a déjà le service civique qui coûte cher, qui est aussi une bonne idée, mais c'est quand même des dépenses supplémentaires. Nous ne sommes pas dans un service civique, en l'occurrence, nous sommes bien dans une démarche de réserve militaire. Le budget de la réserve a déjà augmenté, continuera à augmenter, donc ça c'est prévu. Maintenant, si on veut avoir une réserve opérationnelle présente sur le territoire, avec de la formation, de l'entraînement, des moyens, de l'encadrement, la possibilité également d'avoir un nombre de jours raisonnable, plus de 20 jours, près de 30 jours, quelques mois pour certains, il faudra évidemment adapter les budgets. Mais comme de toute façon... Il n'y a pas de réticence de la part de l'armée j'y reviens. Comme de toute façon, il faudra adapter les budgets de l'armée, ça tout le monde en est d'accord. D'ailleurs, vous voyez, tous les candidats qui s'expriment le disent. Il ne faut jamais oublier que la réserve, même nouvelle formule renforcée, sera toujours une toute petite proportion de ce budget. On se chiffrera en centaines de millions par rapport à des dizaines de milliards. Votre question? La réticence de l'armée quant à ce projet? La raison essentielle des réticences de l'armée d'actifs par rapport à la réserve traditionnellement, c'est qu'on n'a déjà pas les moyens de faire correctement notre travail. Vous nous demandez en plus des choses qu'on ne sait pas faire. Mais nous, on a rencontré les militaires, à commencer par le chef d'état-major. L'idée que je développe, ils la font leur. Ça leur va, cette réserve, avec les moyens qui vont avec. Ils savent qu'ils en ont besoin. C'est Jean-Marie Bockel, l'ancien secrétaire d'État à la Défense, sénateur du Haut-Rhin, UDI, qui est l'invité de cette matinale d'info en ce 14 juillet. Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, vous êtes UDI aujourd'hui. Et de Mitterrand. Et de Mitterrand. Dans le temps, vous avez appartenu au CRS même, de Jean-Pierre Chevènement. Oui, vous avez entendu Emmanuel Macron avant-hier soir à la Mutualité. Est-ce que François Hollande, aujourd'hui, en fin de matinée, au moment de son intervention attendue, doit faire preuve
d'autorité. On se rappelle de la phrase de Jacques Chirac, un 14 juillet fameux, célèbre « Je décide, il exécute ». On en est où? Que François Hollande commence par faire preuve d'autorité et de capacité de trancher sur les grands enjeux du pays. D'ailleurs, s'il l'avait fait pendant 4 ans, peut-être qu'il ne serait pas confronté à ce type de compétition. Pour le reste, je n'ai pas à m'immiscer dans les affaires de la majorité. Je trouve Mais sur Emmanuel Macron, je trouve vous la avez démarche, eu un parcours je trouve la démarche de Macron proche d'une sensibilité pas très éloignée. Je trouve sa démarche à la fois intéressante, le personnage est sympathique, il est moderne. Vous pourriez le soutenir s'il allait au bout de sa l'aventure? démarche, évidemment, typique aussi de la période actuelle de déliquescence. Pour moi, la limite de mon intérêt pour la démarche à Macron, c'est son rattachement à la majorité actuelle. Or, aujourd'hui, tous ses soutiens, son organisation, c'est en quelque sorte faire gagner la gauche en essayant de l'élargir. Moi, je pense que la gauche a failli et qu'aujourd'hui, l'alternance est nécessaire. Donc, c'est ma limite concernant Macron. S'il quittait le gouvernement, c'est quelqu'un que vous pourriez suivre. Ça vous va assez bien, son discours? Le gouvernement et la majorité. Donc, vous regardez avec intérêt cette compétition. Il y en a une autre compétition qui va être la primaire de la droite et du centre. Je ne sais pas s'il faut encore dire et du centre. Vous vous sentez concerné par ce calendrier-là et cette primaire? On se sent concerné, évidemment, parce que le candidat de la droite, mais in fine, certainement aussi, et du centre, à moins qu'il y ait d'autres hypothèses qui se profilent, sera confronté au besoin de réussir l'alternance, à la montée en puissance du Front National. Et on voit bien que là, il y a quand même un risque réel. Et donc cette compétition, évidemment, nous intéresse, même si il faut reconnaître, et je le regrette beaucoup, qu'au niveau du centre, on n'est pas aujourd'hui la force d'avoir un ou une candidat. Vous avez un champion, vous avez un favori? Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. Vous allez voter pour cette primaire? Je vais m'y intéresser. Je suis la consigne centriste, beaucoup ne la suivent pas à titre personnel, de ne pas choisir, de rester en retrait pour le moment. Puis évidemment, on s'engagera dans la bataille. Moi, je ne diabolise personne pour répondre à votre question. Mais vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy, vous l'avez soutenu d'ailleurs en 2012. Comment vous jugez le match entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé? Je ne le juge pas jouer encore. Je ne juge pas jouer, chacun a ses forces et ses faiblesses. Attendons la suite. Une question à propos de l'Europe. On a encore tous en tête évidemment le Brexit et on revient un petit peu au sujet précédent quand on pense à la défense, notamment à la coopération militaire entre les Français et les Britanniques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument consolider ou est-ce que vous avez des inquiétudes sur ce sujet? Nous avons passé avec notre président de commission Jean-Pierre Raffarin l'après-midi avec nos collègues britanniques. On le fait chaque année avec les Allemands et avec les Britanniques. On a sur les questions de défense une relation particulière avec l'autre pays, grand pays européen engagé, et pas seulement budgétairement, en capacité de mener le combat s'il le faut. Donc ça, c'est un partenariat extrêmement précieux, qu'il faut absolument conserver, parce que Brexit ou pas Brexit, les menaces sont là. Et je pense d'ailleurs, moi qui suis partisan donc faut continuer à suivre les accords de Lancaster, d'une défense européenne renforcée, qu'aujourd'hui nos amis allemands n'ont pas encore franchi les étapes, notamment en doctrine d'emploi, en capacité de s'engager, qui permettent d'avoir là-dessus un vrai tandem. Aujourd'hui, on l'a avec les Britanniques. Il faut précieusement préserver cet atout et cette coopération, et qui est d'ailleurs très opérationnelle, arme par arme. Et il y a régulièrement des exercices communs, des échanges d'état-major. C'est du sérieux, il faut le garder. Est-ce qu'il y a une amicale des anciens secrétaires d'État et ministres de la Défense? Est-ce que vous rejoignez de manière non partisane régulièrement sur des sujets? Est-ce que vous êtes consulté par Jean-Yves Le Drian aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas. Vous le regrettez? Mais non, parce que, si vous voulez, moi je suis au sein de la Commission de la Défense très engagé avec plusieurs collègues de tous. Vous avez accès à toutes les informations? En fait, l'amicale, on est pas mal informé. On sait ce qu'on doit savoir. Et si vous voulez, y compris les rapports de la DGSE sur l'état du monde, sur l'état de l'opération. Il y a des collègues qui sont habilités, qui ont des informations plus précises. Nous avons des informations générales suffisantes. Si amicale il y a, c'est peut-être une amicale non pas des anciens ministres ou secrétaires d'État, c'est amicale des députés et des sénateurs, autour de Raffarin et de Patricia Adam, droite, gauche confondus, qui sont engagés sur ces questions. Et quand on est engagé sur ces questions qui malheureusement intéressaient jusqu'à présent trop peu le monde politique, on a plus de convergence que de divergence. Et bien sûr, souvent, nous sommes, et moi comme membre de l'opposition très clairement, notamment dans des votes, en soutien
de Jean-Yves Le Drian, parfois même dans des moments où, au sein de sa majorité, sur ces questions de défense, qui ne sont pas toujours très bien portées dans une certaine gauche, ça grinçait un peu. Donc la réponse est claire, on est des amis du dossier. Et c'est une position qui vous convient bien, vous qui avez été au fond des deux côtés du spectre politique. Ça me convient bien parce qu'effectivement, je crois dans la nécessité de surmonter les clivages, surtout en période de crise, sur certains sujets majeurs pour un pays. Et puis aussi parce que je pense quand même qu'on a, dans ce monde dangereux dans lequel nous vivons, quelques valeurs en partage, que nous sommes un grand pays qui aujourd'hui est engagé, malgré la crise économique et sociale qui nous concerne et qui nous menace. On est engagé sur ces questions de défense et de sécurité. Et là-dessus, on doit être vraiment, et je le dis le 14 juillet, vraiment très, très, très soudés, très unis, et autour des valeurs que nous avons à défendre pour nos enfants. C'est vos vœux pour les armées en tant qu'ancien secrétaire d'État à la Défense. Absolument. Merci Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin UDI et co-auteur du rapport sénatorial sur la garde nationale, avec votre collègue socialiste Gisèle Jourda. Merci. On passe à l'analyse de vos propos, mais aussi de cette actualité du 14 juillet avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci. Voilà, on passe à l'analyse de l'actualité. Voilà, Jean-Marie Bockel nous quitte, c'est pour ça que... Un petit blanc. Bonjour messieurs. J'accueille Hubert Coudurier du Télégramme et j'accueille Pascal Jalabert, aujourd'hui de l'Alsace. C'est normal, on recevait au fond un sénateur du Haut-Rhin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On démarre par la défense. Un budget suffisant. Qu'est-ce que vous en avez compris de ce qu'a dit Jean-Marie Bockel, Hubert Coudurier? Vous qui êtes J'ai compris que Jean-Marie Bockel proche géographiquement de Jean-Yves Le Drian. Et de l'île Longue, le sanctuaire de la dissuasion à Brest. Nucléaire. J'ai compris surtout que Jean-Marie Bockel n'avait pas le chiffre exact du budget en tête. Passer à 2%, ça serait un effort énorme, on en est loin. C'est un des objectifs que les armées européennes pourraient s'assigner. Lors du sommet de l'OTAN, François Hollande a appelé les Américains à ne pas se désengager trop vite du continent européen parce que, à part la Grande-Bretagne, et d'ailleurs le Brexit peut poser des problèmes à ce niveau-là, il y a assez peu de relais en termes de défense aujourd'hui en Europe. Le Brexit peut poser des problèmes à ce niveau-là, Pascal Jalabert? Je ne sais pas si c'est peut en poser, mais ce qui pose problème depuis des années et des années, c'est que la défense européenne, c'est un leurre, c'est un mythe, ça n'existe pas. Il y a deux pays qui sont sérieux en termes de défense. Les trois, on va mettre la Pologne, mais c'est la France et le Royaume-Uni. Une puissance nucléaire, il faut le rappeler. Qui est aussi une puissance nucléaire, mais les autres ne veulent pas faire l'effort. C'est vrai qu'ils ne veulent pas tenir compte du fait que la France s'engage en moyens de défense, donc ça, très légitimement, ça pourrait être imputé ou soustrait à notre déficit plutôt, mais à un moment donné, il va falloir poser le problème. S'ils ne veulent pas d'armée, il n'y a pas de souci, mais qu'ils cotisent. Le problème aujourd'hui de l'armée française, c'est qu'elle travaille pour tout le monde. De nombreux théâtres d'opération, très nombreux. Et notamment les opérations extérieures en Afrique, au Mali, après l'opération Serval, la Centrafrique. On dit d'ailleurs une des réussites de François Hollande, le Mali, par exemple. Tout à fait. Et alors, une des grandes fiertés du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, c'est d'avoir mis en avant le fameux article 42.7 du traité de Lisbonne, qui permet à un pays agressé, ça a été le cas le 13 novembre, de faire appel aux autres pays européens pour l'aider à sa sécurité. Et donc, en s'appuyant sur ce traité, et aussi sur les accords de Lancaster qui ont été conclus entre la France et la Grande-Bretagne, Jean-Yves Le Drian veut croire que la défense européenne n'est pas morte et qu'au contraire, elle a tout son avenir devant elle. C'est vrai qu'il y a des éléments européens, allemands, polonais, etc., qui ont été déployés au Mali, en Syrie, il y a des bataillons finlandais. Enfin, c'est quand même encore, malgré tout, quelque chose d'embryonnaire. Revenons au rapport donc sénatorial sur la garde nationale. Notre invité ce matin, Jean-Marie Bockel, en est le co-auteur. Alors, il a un vrai avenir, elle a un vrai avenir, la garde nationale. On a l'impression qu'il a eu un peu de mal à la définir, que les exemples étrangers ne correspondent pas forcément à ce qu'il faudrait faire en France, en réalité. Oui, je crois qu'on peut être un peu sceptique. Aujourd'hui, l'armée, c'est devenu quelque chose de technologique. Très professionnel. De professionnel, de technologique, avec des situations bien particulières. On n'est plus dans une guerre
guerre de face à face où la garde nationale pourrait assurer une logistique, pourrait assurer des missions administratives ou autres. Aujourd'hui, on est quasiment que dans de l'opérationnel qui demande une grande maîtrise à la fois de technique et à la fois de sens du combat. Donc, à mon avis, c'est très compliqué aujourd'hui de recréer une réserve comme ce que pouvait être il y a encore 20 ans. Il y a un paradoxe, Hubert Coudurier, parce qu'on parle de professionnalisation à l'extrême de l'armée, et par ailleurs, on veut mettre en place une garde nationale. On voit bien qu'il y a des besoins nouveaux, hein, et là, l'annonce que les 10 000 hommes de l'opération Sentinelle tomberaient à 7 000. Bon, alors, au ministère de la Défense, ils disent, mais pas du tout, c'était prévu. Il y a juste eu, après les attentats du 13 novembre, on est monté à 10 000, mais 7 000, c'est le régime de croisière. Mais enfin, ça fait effectivement beaucoup de soldats mobilisés à l'intérieur, dans l'Hexagone et à l'extérieur. Le problème, c'est que garde nationale, ça fait référence à des images américaines. La garde nationale, c'est celle qui rétablit vous connaissez bien ça, Cyril, qui rétablit le calme à Los Angeles après les et ils sont très populaires aux États-Unis. La garde nationale est très populaire. Donc ça ne correspond pas du tout à ce qu'on est, d'autant plus qu'il y a un problème d'emploi des armes par l'armée sur le territoire français. On l'a vu lors des attentats du Bataclan. Il y a un problème de doctrine d'emploi. Les soldats français sont là pour rassurer, mais on peut aussi considérer qu'ils sont un peu trop statiques et pas assez mobiles. C'est un des éléments de réflexion pour l'avenir. Il a parlé, Jean-Marie Bockel, qui est donc l'auteur de ce rapport sur la garde nationale, d'une territorialisation de la réserve. Est-ce que c'est pour, au fond, rassurer les gens? Il faut la voir, l'armée aussi. Ça fait partie, psychologiquement, non, de quelque chose d'important pour les citoyens. Oui, on est dans la psychologie pure. Après, là où je rejoins Hubert... Mais ça compte. Oui, mais rappelons-nous quand même ce qui s'est passé le soir du Bataclan, où il y avait quelques soldats qui étaient sur place, qui assuraient la garde de bâtiments publics. Eux ne pouvaient pas utiliser leur FAMAS, et ils ne pouvaient pas s'en séparer pour le donner aux policiers, qui eux n'avaient que des armes de poing. Notamment ceux de la BAC qui ont été extrêmement courageux. Ceux de la BAC qui étaient courageux, qui leur ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas tirer, passez-nous vos armes. Ils ont dit non, ça ne se sépare pas. Donc on était... mais le problème de la territorialisation, c'est... Alors ce matin, vous avez le patron du GIGN qui dit... pas le patron, des anonymes du GIGN qui disent... Des gendarmes du GIGN. Des gendarmes du GIGN qui disent on n'a pas eu la possibilité d'intervenir, notre patron n'est pas courageux, etc. Sauf que lui, il avait des ordres de non-intervention et qu'il y avait déjà une territorialisation entre la BRI, le RAID, le GIGN. Donc des échelons très compliqués. Oui, c'est un problème aussi d'organisation. Savoir comment ceux qui sont le plus vite sur place peuvent intervenir. Et donc la territorialisation en soi, c'est pas quelque chose de scandaleux. Alors, on va revenir tout de même si c'était avant-hier, sur Emmanuel Macron. Quelle aventure! Quelle aventure! Est-ce la gauche moderne, Emmanuel Macron? Et puis, au fond, il a réussi son coup parce qu'on en parle encore aujourd'hui. C'est un on en parle encore à un moment donné. Je crois qu'il faut... Il y a la jurisprudence chevènement. C'est-à-dire un ministre, ça ferme sa gueule ou ça prend la porte. Mais il est fort quand même. C'était avant-hier. Non, mais la jurisprudence chevènement, elle est complètement décalée, Pascal. Celui qui l'a rendu totalement obsolète, c'est Sarkozy. Et Macron, c'est Sarkozy. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dehors, mais à un moment donné, il faut quand même que le président fasse preuve d'un minimum d'autorité. S'il n'est pas chef dans son gouvernement, comment les Français... il exécute. C'était le fameux 14 juillet de Jacques Chirac. Comment les Français vont pouvoir... C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Voilà, les Français attendent d'avoir un chef, d'avoir... Est-ce qu'il peut dire ça, François Hollande? Il est en position de dire ça ou pas? Ou au fond, c'est plus compliqué pour lui de sortir de l'ambiguïté, presque, que d'y rester. La différence, c'est que quand Chirac l'a dit, il n'était pas candidat la fois suivante. Là, François Hollande, c'est dans 6 mois. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas exactement les intentions de Macron, qui est dans le nini et qui, dans le fond, teste sa popularité, parce que finalement, il incarne un besoin de renouvellement, une espèce de dépassement des clivages droite-gauche, et quelque part, ça marche, parce que c'est vrai que le système français est assez verrouillé, et qu'on en a marre de voir toujours les mêmes. En même temps, c'est quand même scandaleux de voir... C'est ce qu'a dit Jean-Marie Bockel tout à l'heure. Il m'intéresse... Que quelqu'un qui incarne la finance, et qui est un peu le veau sous la mer, qui a grandi en permanence en étant nourri, blanchi, etc. La limite du genre, c'est qu'il appartient à la solidarité de la majorité aujourd'hui. Qui a failli. C'est ce qu'il a dit, Jean-Marie Bockel. C'est ce que les gens de droite vont dire, et à bon droit, il fait partie du gouvernement. Mais bon, Sarkozy en faisait aussi partie à l'époque Chirac. Après, Emmanuel Macron, il joue une carte. Si Sarkozy gagne la primaire, quel candidat nous aurons? Sarkozy, Le Pen, Mélenchon,
forcément Bayrou. S'il y a Sarkozy... Ce serait Valls, j'aurais les voilà. boules, mais alors... Il va dire Hollande, il va dire, attendez, vous voulez de renouvellement, on prend les mêmes. Il a fait des déclarations pour dire que ça suffisait. On parle de Manuel Valls, là. Oui, Manuel Valls. Vous vous rendez compte, Valls, qui blanchit sous le harnais, à qui Macron pique même son étiquette de rocardien, Valls qui a travaillé en banlieue, qui s'est tapé toutes les étapes du métier politique, et qui termine en plus coiffé au poteau, alors qu'il est loyal au président de la République, alors que lui avait vraiment les moyens de la rupture. Il n'est pas encore recoiffé, il n'est pas encore recoiffé. Hein. Merci. Macron, ça peut aussi être une bulle, donc attendons. C'est ce que dit Le Drian. Pascal Jalabert, qui représentait le journal L'Alsace, un des journaux du groupe Ebra aujourd'hui, et merci Hubert Coudurier du Télégramme. Merci à tous, bonne journée, bon 14 juillet, regardez bien le défilé, on se retrouve évidemment demain. Merci à tous et bonne journée sur Public Sénat et sur Sud Radio.